Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire numéro 5 sur la nouvelle réglementation européenne du dispositif médical. Nous allons aujourd'hui traiter essentiellement du RGPD sur un focus données de santé. Ce webinaire est donc le 5e d'une longue série. Nous en avons déjà eu 4 autres l'année précédente et cette fois-ci, nous en organisons donc un de nouveau avec nos partenaires qui sont Solutions Eco Enterprise Europe Network et puis bien évidemment Biotech Santé Bretagne, Captronic, la CCI Bretagne et la Chambre de commerce et d'industrie et We Network. Donc Attent Pôle Biothérapie, dont je fais partie, est très heureux de vous accueillir aujourd'hui et plus particulièrement donc nos intervenantes et notre intervenant en témoin. En l'occurrence, nous allons démarrer le webinaire avec la présentation de Marie-Pierre L'Hôpitalier, avocate associée chez Partema Avocat, qui est entre autres spécialisée en propriété intellectuelle et en droit informatique et web, ainsi que Anne-Sophie Viard-Creta, avocat en droit des contrats et des nouvelles technologies chez TGS France. Nous aurons également le témoignage de Noël Minard, qui est lui PDG de la société IDBC du groupe Adecom, qui est une société experte en données de santé. Bien évidemment, et comme d'habitude, ce webinaire sera animé par Gwenaëlle Godet, qui est chef de projet donc, en normes et réglementations européennes chez Solutions Eco et qui est membre, bien évidemment, d'Entreprise Europe Network. Voilà, donc je vous souhaite un très bon webinaire. Surtout, n'hésitez pas à poser les questions dans la cartouche qui apparaît sur votre écran, dans la partie questions. Nous les transmettrons au fil de la présentation. Et je te passe la parole, Gwenaëlle, pour animer ce webinaire. Merci beaucoup. Merci Mineke. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire sur le RGPD qui est consacré à un focus données de santé. Comment collecter la donnée de santé? Qu'est-ce qu'on appelle une donnée de santé? Pourquoi doit-on collecter les données de santé et quel traitement doit-on leur accorder? Et surtout, comment rester conforme au RGPD avec ces données de santé? Donc, nous accueillons des experts du sujet, un témoignage. Nous espérons que vous allez trouver grand nombre de vos réponses grâce à ce webinaire. Si toutes les questions ne sont pas traitées, n'hésitez pas à revenir vers nous puisque la plupart du temps, les données de santé sont un sujet très sensible qui nécessite une analyse au cas par cas. Donc, nous vous mettrons en relation avec nos experts. Je laisse la main à Marie-Pierre L'Hôpitalier pour ouvrir ce grand sujet de la donnée de santé et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci Gwenaëlle, merci Mineke. Donc bonjour à tous. Hop, je passe. Donc le lancement, enfin, comment nous allons aborder les données de santé plutôt via l'IoT et les dispositifs médicaux. Et donc là, on va essayer de comprendre comment est-ce que vraiment on est face à une donnée de santé ou en fait non, c'est plutôt une donnée de bien-être, mais en fait est-ce que si c'est une donnée de bien-être, alors on n'est pas devant un dispositif médical, mais peut-être que c'est un objet connecté, alors données de santé, voilà. Vous voyez, là, je commence déjà à bafouiller parce que effectivement, c'est un peu un imbroglio. Alors, on va faire ça, on va faire un état des lieux pour présenter les choses et ensuite, et en essayant évidemment de donner des petits tips pour pouvoir s'y retrouver. Donc, état des lieux, reconnaissance quand même de la donnée de santé, le régime de la collecte et surtout, et ensuite, en fait, pour finir, puisque c'est aussi un débat, c'est la titularité de la donnée de santé. Donc, l'état des lieux, les enjeux, et là, on est tous d'accord, bien sûr, c'est l'intimité de la vie privée. On sait qu'en France, en France et en Europe, hein, on est quand même très protecteur du secret médical et de la vie privée. Il y a aussi cette histoire d'autonomie quand on est face aux données de santé et aux données personnelles qui partent, notamment chez les GAFA. Eh bien, c'est notre autonomie qui est en jeu et ça, il ne faut pas l'oublier. On a aussi, bien sûr, alors là, plus pour les données de santé, c'est la fiabilité, puisqu'il ne s'agit pas de remplacer des 2 par des 5, surtout lorsqu'il s'agit de traitement. Et bien sûr, la sécurité et l'égalité. L'égalité qui rappelle un peu cette histoire d'autonomie, c'est-à-dire que, eh bien, il faut absolument
lutter pour protéger cette intimité de la vie privée du secret médical, parce que effectivement est en jeu également l'égalité entre nous. Pas qu'il y ait une santé des riches et une santé des pauvres. Les moyens légaux qui existent. Alors, j'ai mis notamment, parce qu'il y en a d'autres, hein, mais qui existent et donc sur lesquels on peut s'appuyer. Bien sûr, l'article 9 qui est assez fondateur, c'est notre vie privée. L'article L1110-4 du Code de la santé publique, qui est le partage entre professionnels de l'équipe de soins. Le RGPD dans son entier, parce que là, on va beaucoup parler de l'article 9, mais en fait, il y a tous les autres articles, hein, surtout l'article 5, par exemple, qui rappelle les principes des données, du traitement des données personnelles, mais également les relations entre le responsable de traitement et le sous-traitant. Anne-Sophie en parlera tout à l'heure. Au pénal, il y a des sanctions, hein, par exemple, donc l'atteinte au secret professionnel, et puis aussi, donc vous irez voir l'article L, j'ai oublié un L devant le 54-61, sur la publicité des dispositifs médicaux lorsque en fait on fait des publicités mensongères. Voilà, donc l'imbroglio dont je vous parlais au début de cette présentation, c'est évidemment on est face à des objets connectés avec certains qui se présentent comme vous avez vu celui de Thomson avec la validation clinique, et puis l'autre, et ce n'est pas une question de prix, parce que je vous ai mis les prix, 34,90 €, 59,80 €. Bon, lequel est un dispositif médical, mais c'est quoi d'ailleurs? Est-ce que vraiment un objet comme ça, comme le tensiomètre connecté qui est vendu par Lidl, n'est pas un dispositif médical, mais après tout, eh bien, il joue son rôle. On a aussi donc le petit bracelet noir, là, c'est donc les pas, vous savez, que l'on fait chaque jour. La montre de Withings, et puis aussi celui qui en fait est connecté, c'est un petit objet connecté pour les patients pour la glycémie. Voilà, je vais réussir à le dire. Bon, donc tout ça, on le trouve dans le commerce. Vous voyez que les prix ne sont pas trop différents, et il y en a, eh bien, ils sont reconnus dispositifs de santé avec dispositifs médicaux, donc avec toute la précaution et toutes les certifications, et d'autres non. Mais bon, pourquoi pas. Donc, on mélange un peu tout ça, c'est-à-dire qu'on a de la donnée de santé, on a du big data aussi. Vous voyez le petit podomètre là qui mesure les pas, bon, c'est du big data. Rapproché avec d'autres données, ça peut devenir peut-être une donnée de santé. Ça dépend ce qu'on en fait. Il y a l'intelligence artificielle, l'IoT bien sûr, c'est les objets connectés, dispositifs médicaux, objets connectés, données de bien-être, voilà. Donc, on va essayer de s'y retrouver. Voilà, c'est ça l'introduction. On va essayer de s'y retrouver dans tout ça. Celui qui est au cœur, bien sûr, de ce dispositif, c'est le patient consommateur, et on voit qu'il va changer. C'est lui qui fait avancer en fait la loi, puisqu'il devient de passif dans son parcours de soins, il devient de plus en plus actif. Il est même acteur grâce aux objets connectés, conseillé ou pas par le médecin, c'est peut-être lui tout seul qui décide de se faire surveiller par un objet connecté, dispositif médical ou pas, ou eh bien conseillé par le médecin, mais le médecin peut lui conseiller un objet qui n'est pas un dispositif médical, ou bien sûr un objet qui est un dispositif médical. Il décide et il est connecté. Et ça, c'est une notion intéressante, le patient consommateur. Donc, on a deux situations. On a l'utilisation d'un objet connecté dans le cadre d'un suivi médical et d'un protocole de santé. D'accord ? Là, on est donc dans le périmètre du droit de la santé, on est dans le dispositif médical. On va rentrer un peu dans le détail. Et l'autre, on a un objet connecté dit de bien-être. Et c'est vrai que ça, avec le RGPD, on s'est dit, les données de bien-être n'existent plus. En fait, si, bien sûr, les données de bien-être vont exister. Ça prévient, ça contrôle les besoins de santé, réels ou supposés, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui veut surveiller sa bonne santé, voir si ça se dégrade ou pas. Enfin, voilà. Et donc, ça c'est utilisé en dehors du parcours de soins et hors de tout contrôle médical, même si elle est là la problématique. Donc là, on est plutôt en objet de santé et de bien-être. Même si, en fait, je reviens à une problématique qui est celle-ci, je ne pourrais pas je vais essayer de vous y répondre, on pourra y réfléchir ensemble d'ailleurs.
C'est la qualification de dispositif médical provient-elle de la fonction assignée par le fournisseur ou bien de celle du statut de l'utilisateur médecin qui pourrait influencer la qualification de la donnée? Parce que le médecin qui conseille un objet qui n'est pas dispositif médical, est-ce que cet objet-là devient un dispositif médical? Bon, à l'heure actuelle, les autorités disent non. Le dispositif médical, c'est celui qui est assigné par le fournisseur et qui est certifié et qui suit la réglementation. Donc, je fais un tableau pour essayer d'avancer dans la réflexion. On a donc les objets connectés de santé. Donc on a des données de santé. Mais ce n'est pas un dispositif médical. On a les dispositifs médicaux, les dispositifs médicaux, les données de santé. J'ai mis une présomption, je vais y revenir. Bien sûr, dispositif médical avec toute la réglementation et donc le règlement de 2017. Et on a les objets connectés de bien-être. Non, ce ne sont pas des données de santé, donc c'est pour ça qu'on les classifie objets connectés de bien-être. Et bien sûr, ce n'est pas un dispositif médical. Je reviens sur la présomption. C'est une présomption forte, bien sûr, mais en fait, le considérant 35 du RGPD dit que la donnée de santé ne peut pas être qualifiée par rapport à la source. Donc, c'est pourquoi, en fait, il s'agit d'une présomption. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans un dispositif médical connecté, bien sûr, dispositif médical connecté, il y aura une forte présomption, mais c'est insuffisant pour faire reconnaître la donnée de santé. Ça veut dire quoi aussi? À l'inverse, c'est que dans un dispositif médical, eh bien, les données qui sont captées ne sont pas nécessairement des données de santé. Alors, je n'ai pas d'exemple à vous donner, mais un dispositif médical qui enverrait des données captées qui seraient anonymisées, eh bien évidemment, ça reste un dispositif médical, mais il n'y a pas de données de santé, puisqu'en fait, elles sont anonymisées. Donc, l'objet connecté sans revendication médicale, on est d'accord, ce n'est pas un DM. Très bien, ça c'est la définition du règlement 2017. Et donc, évidemment, la DGCCRF va quand même contrôler ces objets connectés avec peut-être des données de santé et donc va vérifier, bien sûr, la loi pour la confiance dans l'économie numérique, notamment l'article 6, surtout si c'est du e-commerce, la réglementation de la vente à distance, voilà, c'est ça. La loi tout bon sur la langue française, les pratiques commerciales trompeuses, les sanctions vont être lourdes, bien sûr, plus l'arrêt de la commercialisation. Alors, c'est pour les fabricants et y compris pour les importateurs, bien sûr. Et on risque aussi des sanctions de l'ANSM. Je regarde si j'ai tout dit ce que je voulais vous dire à ce sujet. Voilà. Ouais. Évidemment, à propos des sanctions, nous aurons aussi la CNIL qui va surveiller tout ce qui est importation, fabrication d'objets connectés, dans la mesure où la CNIL va vérifier si on respecte bien tout le processus de traitement des données personnelles, et évidemment avec beaucoup d'attention s'il s'agit de données de santé. Et ça, on va le revoir aussi avec Anne-Sophie. Là, je retrouve ma problématique. Donc, la reconnaissance de la donnée de santé. Avant le RGPD, la donnée de santé était liée à l'état de santé, donc plutôt à une pathologie. Et c'est pour ça qu'on avait foison de données de bien-être. Aujourd'hui, avec le RGPD, on a un autre élément qui élargit, c'est pour ça qu'on dit avec le RGPD, tout est données de santé, parce que c'est tellement large. On a bien sûr relative à la santé physique ou mentale, mais on a aussi la prestation des services de soins. Donc, à partir du moment où on a des éléments sur comment est soigné quelqu'un, eh bien, là, ça rentre dans les données de santé. On a aussi, évidemment, le considérant 35 du RGPD qui nous donne toute une liste d'exemples de données de santé. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous lire le considérant 35, vous devez le connaître. Donc, comment les classer? On a des données de santé. Alors, je vous propose une classification pour vous aider, en fait, lorsque vous êtes fabricant ou vous souhaitez importer des objets connectés de santé ou de bien-être. Je vous ai proposé, en fait, une classification. Donc, on a des données de santé par nature dans la sphère sanitaire. Là, on a des médecins. Donc là, je ne vous parle pas de dispositif médical,
ou objet connecté qui ne serait pas dispositif médical. On parle de la donnée de santé. Donc là, eh bien, on a l'article du Code de la santé publique, on a le considérant 35, ça rentre parfaitement. On a aussi tous les éléments figurant dans le dossier patient, y compris les données administratives et les données sur la vie privée du patient. C'est le secret médical. Le secret médical est très large parce qu'il se rapporte à une équipe de soins, y compris les confidences du patient qui n'ont peut-être rien à voir avec sa maladie en question. Mais tout ça, ça rentre dans le secret médical et tout ça, par contamination, parce qu'on est dans la sphère du sanitaire, même si ce n'est pas une donnée de santé de la liste du considérant 35, secret médical, c'est une donnée de santé. Ensuite, on a les données de santé qui sont par nature, puisqu'en fait, on a le considérant 35, mais c'est hors de la sphère sanitaire. Là, c'est ceux les données donc, du médical du patient, les données sur l'état de santé, bien sûr, la pathologie, hein, bien sûr, les critères de la finalité du traitement. Bien sûr, oui, parce qu'on peut avoir des données, mais qui ne sont pas forcément des données de santé du considérant 35, mais qui en fait, parce que la finalité du traitement, c'est une aide sur la connaissance de la santé, alors ces données-là vont être qualifiées de données de santé. Ça se rapproche du big data. Le big data, c'est j'ai une foule de données et par cette foule de données que je rapproche, alors je peux me faire une idée de l'état de santé du patient. Donc, tout ça, ça devient des données de santé par contamination. Donc, c'est pour ça que le critère de la finalité du traitement, je l'ai mis en rouge, parce que ça, c'est vraiment un élément de qualification important. Je fabrique et je commercialise un objet connecté, pas forcément de données de santé comme la tension ou le résultat du sang là, lorsque je suis, enfin pour la glycémie, d'accord, donc pas aussi évident, mais en fait comme je vends mon objet qui n'est pas forcément un dispositif médical, mais je vends mon objet, surveiller l'état de votre cœur, eh bien tout ça, j'ai donné plusieurs données qui, en elle-même, le big data va devenir en fait un élément, une indication sur la santé. Ce sont des données de santé. Le big data, il va un peu plus loin parce qu'il il fonctionne aussi avec des algorithmes. Et donc, avec la captation d'un ensemble de données, plus l'algorithme, alors j'anticipe un risque de maladie, j'étudie les facteurs de risque. Ça, c'est important. Les facteurs de risque, c'est un vocabulaire qui est utilisé par la CNIL. Dès lors que l'objet connecté est vendu, enfin, dans la publicité, parle de facteurs de risque, alors là, vous tombez dans les données de santé. Encore une fois, je répète, ce n'est pas forcément un dispositif médical, mais il collecte des données de santé, donc il est objet connecté de données de santé. Vous vous souvenez du tableau, hein. Voilà. Alors, j'ai fait un petit quiz. Évidemment, on ne va pas pouvoir répondre comme ça, donc je vais vous laisser un petit peu de temps et puis ensuite, je vous dirai. Donc, l'arrêt, ça c'est intéressant. Donc, l'arrêt de travail sans précision sur le motif. Ce n'est pas une donnée de santé, évidemment. Ça peut être un arrêt de travail pour 1000 autres choses. Donc, je n'ai aucune indication sur l'état de santé. Arrêt de travail avec précision du motif, évidemment, c'est une donnée de santé puisque j'ai le motif. Alors, si le motif est évidemment lié à la santé, hein. Évidemment, si c'est pour aller garder les enfants, c'est pas la même chose. Le certificat d'aptitude de la médecine du travail qui dit apte, ce n'est pas une donnée de santé. En revanche, un certificat d'inaptitude, inapte, c'est une donnée de santé, vient de dire la CNIL. Bon. Examen osseux pour déterminer l'âge. Oui, donc là, il y a une décision en fait européenne. L'examen osseux pour déterminer l'âge, ce n'est pas une donnée de santé.
En revanche, et là on revient, vous savez, à la finalité du traitement, un examen osseux pour déterminer l'état de santé des os, l'ostéoporose, ça, c'est une donnée de santé. Vous voyez, donc là, on rentre dans le critère finalité du traitement. Le NIR. Alors, le NIR, je l'ai mis, le NIR, c'est le numéro de sécurité sociale. Je l'ai mis en rouge parce qu'au début, j'avais mis dans les données de santé. Et en fait, la CNIL dit fermement que ça n'en est pas une. Moi, j'avais mis dans les données de santé parce que le considérant 35 dit que, alors je ne vais pas loin, les numéros, enfin tout ce qui est un numéro, un symbole ou un élément spécifique, un numéro, voilà, c'est le considérant 35, donc c'est une donnée de santé. Donc, fidèle au considérant 35, je l'avais mis dans les données de santé. Et en fait, j'ai lu que la CNIL, fermement, disait que ce n'était pas une donnée de santé. Alors, je l'ai mis en rouge pour vous rappeler qu'il y a un décret de 2000, qui est récent, 2019, hein, qui, en fait, de toute façon, en France, le NIR, il est géré par ce décret de 2019. Donc, il faut lire le décret pour ça. J'ai eu un client qui m'a demandé pour gérer les entrées dans un espace très, très sécurisé. Et en fait, il voulait se servir des numéros de sécurité sociale, parce que c'était les salariés, en fait, des intervenants dans cet établissement. Et c'était très, très sécurisé. Donc, il s'est dit, bah, je vais les reconnaître grâce au NIR. Et donc, le décret n'autorise pas, en fait, cette utilisation du NIR comme autrement que comme c'est décidé. Donc, on n'a pas pu utiliser le NIR pour pouvoir identifier les personnes. Ça aurait été simple, mais ce n'est pas possible. Voilà. En revanche, donc, en France, le NIR n'est pas une donnée de santé. La mention d'un handicap. Alors ça, je vous l'ai mis, c'est intéressant. C'est le Conseil d'État du 10 juin 2021. Donc, c'est très récent. Le Conseil d'État et la CNIL ne s'entendent pas très, très bien. Je vous le dis. Hein. Je vous donne par exemple, il y a un autre élément qui me fait dire que ce n'est pas seulement sur les données de santé là-dessus, c'est le Privacy Shield. En fait, le Conseil d'État estime que le fait d'envoyer, malgré l'invalidation du Privacy Shield, d'envoyer des données à l'étranger, notamment aux États-Unis, tant qu'il n'y a pas de faille de sécurité, on peut le faire avec les clauses contractuelles type, bien sûr, alors que la CNIL, elle, est beaucoup plus ferme en disant bah non, on n'a pas d'accord bilatéral et en plus il y a la NSA, etc. Bon, ça, c'est pas le sujet. Mais c'est juste pour vous dire que le Conseil d'État et la CNIL ne sont pas tout à fait sur le même, partagent pas les mêmes idées. Et ici, alors, je reprends mon arrêt du Conseil d'État. Il était question donc d'un monsieur handicapé qui était engagé à la Direction générale des finances publiques, mais comme il était handicapé, il bénéficiait en fait d'un arrêté particulier, d'un décret de recrutement des personnes handicapées. Et donc, une des conditions pour en bénéficier, il fallait que son nom soit publié parmi tout un ensemble, mais par un arrêté en juillet de juillet 2015. Et là, en fait, lorsque il a vu son nom et la précision comme quoi forcément il était handicapé, il a exercé son droit d'opposition, qui est un droit personnel donc de la personne concernée. L'administration a dit non. Alors, il a fait un recours gracieux et en fait, c'était toujours non. C'est une obligation légale du décret de 95, d'où l'arrêté de 2015. Bon, le décret de 95 existe toujours. Donc, il est monté cour d'appel, etc. Et donc, on se retrouve devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État dit oui, c'est effectivement une donnée personnelle, ça c'est indiscutable, hein, le fait d'être monsieur machin handicapé, bien sûr, c'est une donnée, mais en fait, ce n'est pas une donnée de santé. Et donc, on dit, donc, le Conseil d'État invalide la doctrine de la CNIL, puisqu'il juge expressément que la seule mention de l'existence d'un handicap n'est pas en elle-même une donnée relative à la santé, alors que la CNIL dit le handicap est une donnée de santé. Voilà, donc je voulais vous le signaler. Critère, alors c'est le Conseil d'État, hein. Le critère non pertinent,
Là, c'est donc l'absence de prise en compte de la source. On en a parlé, hein, c'est le dispositif médical de la présomption. Et ne pas restreindre à la pathologie à sa nature exacte. Oui, parce que en fait, aujourd'hui, on a quand même une définition des données de santé qui s'est élargie. Donc là, on en a parlé, la problématique du big data en santé, où là, on a des données de santé, des données de bien-être, effectivement, ça peut être très mince. Donc, lorsque vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que ce sont vraiment des données de santé? Bien sûr, sachez que la définition est très large, mais pensez à la finalité de votre traitement. Si la finalité de votre traitement, c'est les facteurs de risque, évidemment, l'état de santé de la personne, alors on bascule dans les données de santé. Lorsqu'en fait, c'est ben non, c'est juste vous surveillez votre façon de faire du sport. Est-ce que vous avez fait suffisamment de sport aujourd'hui? Eh bien, nous serons dans des données de bien-être. D'accord? Et lorsque l'on rapproche toutes ces données, si on n'en a qu'une sur le nombre de pas, bien sûr, on ne sera pas sur des données de santé. Lorsque on multiplie les données, alors on peut trouver évidemment des indices forts sur l'état de santé. Voilà. Mais lorsque vous êtes à la frontière, sachez que la définition de la donnée de santé est quand même très large. Voilà. Et que si vous vous trompez, alors, si vous êtes en face d'un contrôle de la CNIL, là je vous donne de l'expérience vécue, lorsque vous êtes devant un contrôle de la CNIL et que, donc par exemple, la CNIL dit si c'est une donnée de santé, donc il faut que vous respectiez tout ça et donc vous allez être sanctionné. Il faut que vous arriviez à démontrer votre cheminement de pensée qui a fait que ce n'était pas une donnée de santé, de manière à évidemment, alors peut-être pas ne pas être sanctionné, mais au moins bien diminuer les sanctions. Hein, c'est ce qui a été fait chez un client. Voilà. Je voulais vous parler de l'ECG avec un exemple de publicité. Donc, c'est la montre Wheezing qui mesure les battements du cœur et qui suit de manière très efficace. Et vous voyez que dans la publicité, alors je ne sais pas si c'est suffisamment gros, mais en tout cas, je vais vous aider. La petite flèche rouge là, que j'avais notée, c'était marqué « Move ECG intègre 2 des ingrédients essentiels du succès, un suivi en temps réel qui fait une différence clinique et une application mobile facile à utiliser qui transforme des données en avis exploitables. » C'est vrai que j'ai discuté avec un médecin et qui me disait que la différence avec un objet connecté et un objet, un dispositif médical, c'est quand même le paramétrage. C'est-à-dire que lorsque l'on fait, il soigne la myopathie, et donc il disait les données les objets connectés de bien-être avec le suivi de l'effort, c'est intéressant bien sûr, mais le fait de cette mesure de l'effort est assez général. Alors qu'en fait, nous, les dispositifs médicaux qu'on met à la disposition de nos patients, eh bien, c'est vraiment du sur-mesure. D'ailleurs, on le fait plusieurs fois. Il revient, il dit, bah non, c'est pas bien paramétré, donc on le reparamètre différemment pour avoir justement une très bonne, une notion de suivi médical, évidemment, plus fiable. On revient à la fiabilité, évidemment, l'enjeu de la fiabilité des données. Donc voilà. Ensuite, le régime de la collecte. Alors, il faut toujours quand même rappeler, hein, la collecte des données de santé est interdite, je vous le rappelle, et il est très ferme. Ensuite, là, j'ai fait le régime, c'est l'article, tout le monde y pense, hein, l'article 9.2 du RGPD. Bon, parce qu'on a l'interdiction, on a la définition de données de santé, et puis on a la liste des données particulières, dont les données de santé, et ensuite on a les exceptions. Mais on a notre loi informatique et liberté, et l'article 65, donc il va falloir jouer entre les deux, parce que l'article 65 soumet à la loi informatique et liberté certaines finalités. Donc, on a le droit du travail, protection, tout ce qui est intérêt public, ça passe plutôt dans la loi informatique et liberté. Donc, c'est tout ce que je vous ai mis en bleu. En bleu, pensez plutôt à la loi informatique et liberté. Tout ce qui est en noir, ça reste le RGPD. Ça, c'est dans l'article 65.
Puis ensuite, le régime, c'est les articles 65 et suivants. Donc, voilà, c'était juste un pense-bête pour que vous puissiez vous repérer entre le RGPD et la loi informatique et liberté française. Alors, juste, j'ai mis en rouge parce que je vois que le temps passe et je voudrais parler de la dernière slide. Donc, le consentement explicite, on se dit, ben oui, alors je vais utiliser ce fondement-là pour pouvoir traiter des données de santé. Non, sachez que c'est extrêmement fragile puisqu'en fait, on va dire que le consentement, il n'était pas bien censé et en plus, c'était quelqu'un de vulnérable ou quelqu'un sous influence. C'est un fondement qui est extrêmement fragile. Si vous pouvez vous en trouver d'autres, c'est beaucoup mieux. Le droit du travail, oui, bien sûr. Mais évidemment sans une atteinte excessive à la vie privée, mais là on peut avoir des données de santé, notamment pour la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne, les gens qui sont malades, je vois dans les usines, on a des gens qui peuvent être épileptiques, donc on garde la donnée de santé, on a le traitement qui va avec, donc ça sans problème. Donc sans problème. Alors le petit e, données manifestement rendues publiques, oui, n'allez pas utiliser les données que vous trouvez sur les réseaux sociaux sur quelqu'un qui dit qu'il est malade, etc. Parce que le manifestement, ça veut dire que il l'a rendu public pour que ce soit traité en données de santé. Donc, à mon avis, il faut éviter ce fondement-là. Et puis voilà. Je vais assez vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais l'important, c'est que vous compreniez bien donc, cette histoire entre le RGPD et la LIL, hein, les données bleues, là, qui est écrit en bleu, et puis donc les petites choses que je vous ai dit sur les fondements. La titularité de la donnée, oui, ça c'était une demande, et c'est vrai que c'est important, parce qu'on dit est-ce qu'on est propriétaire en fait des données dont on dispose et des données personnelles, en particulier les données de santé. Les données personnelles, de toute façon les données de santé, ce sont des données à caractère personnel. Il n'y a pas d'appropriation sur les données personnelles. Alors j'ai fait un tableau avec tout ce qui est big data et ensuite une classification entre les données brutes et les données personnelles. Les données brutes, c'est tout ce qui est la météo, la solidité d'un mur, les dimensions d'une table, etc. Bon, tout ça, c'est les données brutes. Et aussi les données personnelles anonymisées. On ne pourra plus revenir en arrière, mais je vois Gwenaëlle qui me fait les gros yeux. On ne pourra plus revenir en arrière. Elles sont totalement anonymisées, elles passent en données brutes. Et donc, les données personnelles, le fondement, il n'y a pas de propriété sur la donnée personnelle puisque, en fait, ça, c'est un droit de personnalité. Donc, il n'y a pas de propriété. Je ne peux pas vendre ma donnée personnelle parce que sinon, je ne peux plus m'en servir puisque c'est une vente. Je ne peux pas la louer parce que quel est le régime? Je ne peux pas en faire une usufruit, une nue propriété. Donc ça, c'est important. En revanche, bien sûr, la personne qui collecte des données de santé, elle a un droit sur le fondement du droit du producteur de base de données. Voilà. Et ensuite, il y a l'exploitation par les licences. Je vais assez vite, mais s'il y a des questions, je suis à votre disposition sur cette slide-là. Et on en a fini. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Une belle entrée en matière. Je pense qu'on comprend mieux maintenant données de santé, oui, non, comment, pourquoi. Merci encore. Nous avons une première question qui est comment est garantie l'anonymisation des données dans le cas des équipements non dispositifs médicaux? Comment est-ce que c'est garanti? Alors, en fait, il faut absolument que vous arriviez à prouver, si on vous dit, non, en fait, elles ne sont pas anonymisées, il faut que vous arriviez à prouver qu'on ne peut jamais retrouver là où les personnes dont vous détenez les données personnelles. Alors, comment ça se fait? Dans le tableau récapitulatif de la base de données, il y a impossibilité. Alors, par exemple, il n'y a pas de numéro de classification en disant et une table de concordance. La table de concordance n'existe pas. Donc, s'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on ne sait pas que le 1, c'est monsieur machin, le 2, c'est monsieur machin, le 3, etc. Il n'y a pas de table de concordance. Il y a un autre élément qui est important pour les données de santé. Il ne faut pas non plus qu'à l'intérieur de toutes ces données de santé, on ne puisse pas retrouver, parce qu'il y a des maladies rares, parce qu'il y a des éléments qui sont qui peuvent, on peut reconnaître, on a des éléments, par exemple, la situation géographique, le sexe, la date de naissance.
Donc, la date de naissance, il faut éviter parce que là, on peut retrouver quand même quelqu'un. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un peu du pragmatisme. Il faut étudier le cas, mais il ne faut surtout pas, en tout premier lieu, pas de table de concordance. Et ça, on garantit à peu près l'anonymisation. J'espère avoir été suffisamment, vous apporter des éléments. Merci Marie-Pierre. J'invite la personne qui nous a posé la question, si elle souhaite des éléments complémentaires, à revenir vers nous de toute façon, puisque on peut vous mettre en contact avec les intervenants sans problème, donc pour creuser le sujet. J'ai quand même une petite question, c'est dans le cas d'un développement d'un dispositif médical, il y a la phase notamment la preuve de concept, très en amont, et notamment la conception des prototypes. À quel moment doit-on s'interroger, est-ce que je traite d'ores et déjà des données dites données de santé ou pas? Est-ce qu'on doit prendre le sujet dès le départ, en fait, à bras-le-corps? Quel conseil tu aurais, toi, pour cette étape-là? Oui, de toute façon, c'est le principe du privacy by design. Donc, en fait, il faut le faire dès le départ. Ça, c'est évidemment le meilleur conseil. Et quoi qu'il en soit, alors sauf si vraiment, dès le départ, vous anonymisez, comme on dit, et donc vous faites des proof of concept on ne sait pas à qui appartiennent les données. Ça peut être une clinique qui vous prête un jeu de données ou un médecin ou plusieurs cabinets médicaux qui vous prêtent des jeux de données totalement anonymisés. Là, c'est différent. Et donc, il n'y a pas de table de concordance, vous l'aurez compris. On va s'y retrouver. Et donc, donc là, non, c'est pas. Là, il n'y aura pas de données de santé. Mais mais c'est quand même. Voilà. Mais cela dit, oui, dès le départ, il faut que vous vous mettiez dans cette histoire de privacy by design. Pourquoi? Parce que, bien sûr, c'est une présomption, mais c'est une présomption forte. Vous êtes dispositif médical connecté. Ça sent que vous allez avoir des données de santé. Voilà. Donc, oui, faites-le tout de suite. Tout de suite. Super. Merci encore. Avec Nous plaisir. accueillons Merci Marie-Pierre. À tout à l'heure, puisque je pense qu'il y aura encore des questions au fil de ce webinaire. D'accord. C'est le tour d'Anne-Sophie maintenant. Merci Anne-Sophie, je te laisse la main. Bonjour à tous. Je vais essayer de partager. Ok, super. Voilà, et j'espère qu'on voit mon écran. Je suppose que oui, donc oui. c'est bon. Merci Mélanie. C'est parfait, c'est parfait. Donc je débute, merci. On le voit juste en double. Excuse-moi de t'interrompre. Ah, vous le voyez en double? Dans le paramètre d'affichage, si tu veux bien aller. Oui, voilà. Vrai. Super. C'est ça. Exactement. Je te laisse la main. Merci, c'est gentil. Donc, juste pour me présenter en quelques mots, donc Anne-Sophie Arcreta, je suis avocate à Nantes et je suis au sein du cabinet de TGS France Avocat. Mais je pense que ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui. Alors, pour avancer sur ce sujet-là de la donnée de santé dans le cadre des dispositifs médicaux, on s'est concentré aujourd'hui, après que Marie-Pierre nous ait présenté cette notion de données de santé, on l'a vu, qui est un peu complexe à appréhender et qui nécessite une analyse au cas par cas. Vous allez le voir sur la deuxième partie de cette présentation. L'idée, c'était de vous donner des focus en termes d'obligations du RGPD à respecter en matière de dispositifs médicaux. Mais comme pour la première partie, vous allez voir que dans tous les cas, ça nécessite une analyse au cas par cas. Et vous allez voir, pour faire le lien avec la question qui vient d'être posée de quand est-ce qu'on doit s'interroger sur la mise en conformité de notre projet avec le RGPD, j'ai envie de dire dès le début, parce qu'effectivement, comme le disait Marie-Pierre, il y a ce sujet du privacy by design intégré dans le projet, mais vous allez voir que les obligations RGPD sont tellement, je n'ai pas envie de dire lourdes, mais en tout cas sont tellement longue à mettre en œuvre que de toute façon, il faut s'y prendre le plus tôt possible pour que lors de la mise sur le marché du dispositif médical et donc des premières collectes de données personnelles, vous soyez prêts, vous soyez conformes. Alors, donc je ne reviens pas sur la notion de données de santé. Je crois que vous l'avez compris. Avant de commencer, je voulais quand même faire un petit topo pour que vous ayez en tête la difficulté que nous, on a, avocats, sur ces sujets-là. C'est la multiplicité
des textes qui vont s'appliquer. Comme le disait Marie-Pierre tout à l'heure sur les fondements d'une collecte de données de santé, il y a plusieurs textes qui s'appliquent et qui nous permettent de nous prononcer sur les obligations à respecter. Il y a le RGPD, comme son nom l'indique, ça veut dire Règlement général sur la protection des données personnelles, mais ce règlement général, il peut évidemment être complété par des règlements plus spécifiques au niveau de l'Union européenne ou des lois nationales. Et nous, en France, on a la loi informatique et liberté qui date de 1978, mais qui a été remaniée en 2018 après l'entrée en application du RGPD. Donc, la loi informatique et liberté française se cumule au RGPD de l'Union européenne et va prévoir d'autres obligations pour les acteurs, notamment en matière de données de santé. Il y a un autre texte qui s'applique à votre situation, c'est le Code de la santé publique. Comme le disait tout à l'heure Marie-Pierre, on a beaucoup de références dans le Code de la santé publique et on a des obligations qui vont s'ajouter à la loi informatique et liberté et au RGPD. Et puis évidemment, il y a le règlement de 2017 sur les dispositifs médicaux qui va prévoir certaines obligations spécifiques. Ce règlement de 2017 sur les dispositifs médicaux n'a pas oublié de faire le lien avec la réglementation de données personnelles et donc a prévu que les dispositifs médicaux doivent être conformes à la protection des données personnelles. Donc voilà, nous, quand on se pose des questions en matière de dispositifs médicaux ou plus généralement en matière de données de santé, on essaye de jongler entre ces dispositifs qui sont complétés par ce qu'on appelle du soft law et des recommandations et de la CNIL ou de l'Union européenne et pour pouvoir répondre à nos clients et les accompagner le plus précisément possible. Alors, les obligations sur lesquelles on souhaitait s'arrêter aujourd'hui. Le RGPD, vous le savez, je pense pour la plupart d'entre vous, il y a énormément d'obligations. Pour rappel, le mode de fonctionnement depuis 2018, c'est étape 1, je suis en mesure de dire ce que je vais faire précisément comme traitement de données. Donc, ça signifie quelles données je vais collecter, sur qui, quels vont être les flux de données, donc où est-ce qu'elles vont être stockées, avec qui je vais les partager, etc. Une fois que j'ai recensé tout ce que je fais, ou ce que je vais faire en tout cas, je regarde le RGPD et j'identifie les obligations du RGPD qui s'appliquent à ce que j'ai recensé. Tout ne va pas s'appliquer à vous, mais en tout cas pour les dispositifs médicaux, beaucoup d'obligations du RGPD vont s'appliquer à vous. Une fois que vous avez fait cette étape d'identification des obligations qui s'appliquent à ce que vous allez faire, vous mettez en œuvre ces obligations. Une fois que vous avez mis en œuvre ces obligations, vous documentez que vous avez mis en œuvre ces obligations. Donc, il y a beaucoup d'obligations. Aujourd'hui, on n'en a retenu que 4 parce que c'est celles sur lesquelles on est le plus fréquemment amené à alerter nos clients en matière de données de santé et de dispositifs médicaux. Mais petit disclaimer, ceci n'est pas exhaustif. Donc, je peux que vous inviter à vous poser la question de manière exhaustive sur les obligations qui s'appliquent à votre situation et donc de ne pas oublier les autres obligations de RGPD qui peuvent s'appliquer. Alors, la première chose à faire avant de s'interroger sur l'application de ces 4 obligations qui sont donc l'information des personnes, l'obligation de mener une analyse d'impact, la désignation d'un DPO et les obligations à respecter en matière de sécurité des données, c'est de se dire qu'est-ce que je fais moi? Alors quand je dis moi, je parle de vous qui écoutez aujourd'hui. En tout cas, j'espère qu'il y a des gens qui écoutent aujourd'hui. Pour tout ça, pour dire que la première question à se poser, c'est est-ce que je suis responsable de traitement au sens du RGPD ou sous-traitant? Et petite particularité, dans certains cas, on peut être plusieurs responsables de traitement. On les appelle les responsables de traitement conjoints ou les co-responsables de traitement, peu importe. On va en avoir plusieurs. Donc, on peut avoir, si je puis dire, 3 casquettes. Avant de commencer tête baissée, à se demander, à mettre en œuvre les obligations du RGPD, c'est la première étape, c'est de se demander quelle est la casquette qu'on a. Et cette casquette, ce n'est pas vous qui la décidez, c'est le RGPD qui vous l'attribue. Le RGPD vous l'attribue, mais le RGPD a prévu des notions qui sont quand même assez larges. Et donc, pour savoir si on est responsable de traitement de sous-traitance, ça nécessite une première analyse de votre situation. Précision là-dessus, ce n'est pas parce que votre concurrent a choisi, enfin,
à considérer qu'il relevait de telle catégorie que ça va être votre cas également. J'insiste là-dessus et j'insiste sur ce point de manière générale. Ce qui s'applique à une structure du point de vue du RGPD va pas forcément être transposable à une autre structure. Alors, je ne veux pas lire en détail les informations que vous voyez là sur le slide. Je vais plutôt vous l'expliquer, mais ces slides, vous les aurez, donc vous aurez le temps d'en prendre connaissance et de les apprendre par cœur si vous le souhaitez. Le responsable de traitement, c'est celui qui dit pourquoi et comment on collecte des données personnelles et, dans ce qui nous intéresse, des données de santé. Le sous-traitant, c'est celui qui va également faire un traitement de données personnelles, donc toute opération sur des données, y compris le stockage, mais qui va le faire sur la base des instructions du responsable de traitement. On va en discuter tout à l'heure avec la société IDBC, mais à mon sens, je ne pense pas que Noël Minard va nous dire qu'il a la qualité de responsable de traitement sur les données de santé qu'il héberge. Donc, typiquement ici, il va être plutôt sous-traitant. C'est important de se poser cette question parce qu'une fois qu'on se dit « je suis responsable de traitement seul ou conjointement avec d'autres ou sous-traitant », on va pouvoir regarder le RGPD et se dire quelles sont les obligations qui s'appliquent à la casquette que je revêt de responsable de traitement ou de sous-traitant. C'est important pour ne pas se tromper. Si on choisit, si on considère qu'on est responsable de traitement alors qu'on était sous-traitant, ou pire, si on considère qu'on était sous-traitant alors qu'en fait, juridiquement, on était responsable de traitement, on vient de se tromper de chemin et on vient donc de mettre de côté toute une série d'obligations du RGPD. En cas de contrôle ou en cas de problème, on prend un risque énorme en termes de sanctions de la CNIL. C'est donc très, très important de se poser cette question au préalable avant de foncer tête baissée dans la rédaction des documents RGPD. Le recueil du consentement et l'information des personnes. Ça, c'est la première obligation sur laquelle on a souhaité aujourd'hui s'arrêter. Cette obligation s'applique aux responsables de traitement. Sauf cas très spécifique prévu dans un contrat entre un responsable de traitement et un sous-traitant, ce que je déconseille à titre personnel, c'est pas au sous-traitant de faire cette information, c'est bien, en tout cas pour le compte du responsable de traitement, c'est bien au responsable de traitement de faire cette information. Alors cette information, ce qu'il faut se dire, c'est que le contenu est encadré par le RGPD. Je n'ai pas souhaité aujourd'hui vous faire de liste exhaustive, puisque on aurait eu à peu près une dizaine de slides, dans la mesure où l'information à fournir, elle dépend de plein de situations, de ce qu'on fait, comment on le fait, avec qui on communique, à qui on partage éventuellement ces données, où sont stockées les données, la durée de conservation, les finalités, la base juridique, etc. Et ça dépend également de si on collecte les données directement auprès de la personne ou si on les collecte indirectement auprès de la personne, ce qui, en matière de dispositif médical, est une question qui peut se poser. Donc, plutôt que de vous mettre une multiplicité d'informations à fournir, je veux juste que vous ayez en tête le warning. Il faut que j'informe, si je suis responsable de traitement, les patients des informations qui sont prévues par le RGPD. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que plus spécifiquement, ça c'est systématique pour tout traitement de données personnelles, quelle que soit la nature des données personnelles qui sont collectées. Plus spécifiquement en matière de données de santé, on a des cas dans lesquels on a des informations en plus à fournir. Par exemple, si on fait héberger les données chez un hébergeur certifié, on va en discuter juste après avec Noël Minard, dans ces cas-là, il faut informer les patients du fait qu'on passe par un hébergement certifié. Et ça, ce n'est pas votre hébergeur de données de santé qui va le faire à votre place. C'est bien à vous, ou en tout cas au responsable de traitement, de donner cette information aux patients. Le deuxième point, l'information spécifique à laquelle il faut penser, c'est que dans l'hypothèse où on va faire un partage ou un échange de données de santé entre professionnels qui prennent en charge un patient, dans ces cas-là, il faudra également donner une information spécifique sur ce sujet au patient et parfois on va monter d'un cran et on va demander le consentement pour des cas particuliers. Sur ce point-là, l'information retenue, c'est systématique pour tout traitement de données personnelles. Le contenu, il est encadré par le RGPD. Qu'en plus de ça, le Code de la santé publique nous dit qu'on doit donner des informations spécifiques dans certaines situations. Et le consentement, il n'est pas systématique. Souvent, on confond information et consentement. Le consentement, il est obligatoire dans certains cas. L'information, elle est obligatoire dans tous les cas.
Ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est que pour ce qui concerne l'information, le format importe peu. Ce qu'il faudra, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est être en mesure de documenter qu'on a fourni cette information. Alors évidemment, ça implique de s'adapter au public auquel on s'adresse. Parfois, on va utiliser des pictogrammes. Parfois, dans des cliniques, on va avoir des écrans d'information avec des images, etc. Bon, évidemment, pour fournir toutes les informations prévues par le RGPD, souvent, on passe par du texte, mais on peut faire preuve d'imagination. Enfin, ce qui compte, c'est que le message passe, que toutes les informations soient fournies, que les personnes auxquelles elles sont destinées puissent bien les comprendre et puissent s'engager en connaissance de cause. Ça, c'est vraiment le point important. S'il y a un consentement à donner, si l'information préalable au consentement n'était pas correcte, exhaustive, facilement compréhensible, le consentement derrière, il ne sera pas valable et la case à cocher qu'on appelle opt-in que vous aurez prévue dans l'application, elle n'aura aucune valeur. Donc, très important de se dire, il faut que je respecte cette obligation. La deuxième obligation sur laquelle on souhaitait s'arrêter, c'est l'analyse d'impact. L'analyse d'impact, c'est pour, alors qu'on appelle l'AIPD, pour utiliser les acronymes, parce qu'avec le RGPD, on aime bien les acronymes français ou anglais. L'AIPD, donc l'analyse d'impact sur la protection des données personnelles, elle est parfois obligatoire lorsqu'on considère que le traitement est très intrusif sur la vie des personnes et sur leurs droits et libertés. Alors, clairement, j'ai du mal à imaginer que pour un dispositif médical, on puisse se passer d'une analyse d'impact. Après, je ne connais pas toutes les situations, je n'ai pas rencontré toutes les situations, mais j'ai un peu de mal à voir comment on pourrait s'en passer. Donc, pour vous, c'est important de vous dire que vous aurez probablement à faire cette analyse d'impact. L'analyse d'impact, c'est quoi? C'est un auto-audit du traitement que vous allez mettre en œuvre et cet auto-audit, personne ne vous le demande, en tout cas sauf exception, vous devrez le conserver dans votre documentation RGPD. Alors cet auto-audit, dans quel cas on doit le faire? On a environ 9, enfin on en a même 9 critères qui ont été déterminés. Et si le principe, c'est qu'en généralement, on se dit, si on a 2 des 9 critères qui sont réunis, c'est les 9 que vous avez à gauche sur le slide qui s'affiche, dans ces cas-là, on doit faire cette analyse d'impact. Alors moi, je considère que pour des dispositifs médicaux, le premier critère, évaluation relative à la personne concernée, quand on fait du dispositif médical et qu'on va évaluer l'état de santé d'une personne, on rentre dedans. Le troisième critère, la surveillance systématique. Pour certains dispositifs médicaux, on va rentrer dedans, par exemple, un dispositif de géolocalisation qui va être utilisé pour surveiller des personnes âgées. Eh ben, on va rentrer dans cette obligation, enfin, dans ce critère-là. Un troisième critère qui va s'appliquer à mon sens, c'est évidemment le fait qu'on traite des données sensibles. Marie-Pierre vous a dit tout à l'heure que les données de santé sont des données sensibles. Donc, dans ces cas-là, on rentre dans le critère numéro 4. Le traitement à grande échelle, a priori, on y rentre assez facilement quand on commercialise un dispositif médical. Donc, le critère numéro 5, on rentre dedans. Le croisement de données, ça peut se discuter au cas par cas. C'est le fait de pouvoir croiser des bases de données. Pour certains dispositifs médicaux, ça va s'appliquer, pour d'autres non. Les personnes vulnérables, si on traite des données sur des personnes vulnérables, sont listés notamment les patients. C'est un critère à prendre en compte. L'usage innovant, a priori pour un dispositif médical type application ou logiciel, on est sur un usage innovant. Ça veut dire que là, déjà, avec ce que je vous ai listé comme critères, on en a plus que 2. On rentre dans l'obligation de faire une analyse d'impact. L'analyse d'impact, une fois qu'on sait qu'on doit la faire, il faut qu'on suive une grille d'audit. Vous avez des outils sur le site de la CNIL et des informations qui vous expliquent ça, qui vous permettent de vous guider dans le contenu de cette analyse d'impact et dans l'audit et dans la façon de fonctionner. Voilà. Il est important de savoir que si à la fin de cette auto-évaluation, vous êtes amené à considérer que finalement, le traitement que vous mettez en œuvre, vous n'êtes pas tellement sûr qu'il ne soit pas si intrusif que ça pour les personnes, ou qu'en tout cas, les mesures que vous avez mises en œuvre
pour limiter le caractère intrusif ou les risques de failles de sécurité sur les données ne sont pas si certaines que ça, à ce moment-là, il faudra aller voir la CNIL. Ça fait partie des cas dans lesquels on a encore des formalités préalables à mettre en œuvre auprès de la CNIL avant le début du traitement. Ce qui était en principe a disparu avec le RGPD. Là, on a un cas dans lequel ça perdure et on devra donc consulter la CNIL lorsqu'à la fin de cette analyse d'impact, on considère qu'on ne remplit pas toutes les conditions pour être sûr à 100% que la sécurité des données des personnes sera assurée. La désignation d'un DPO, donc comme je vous l'ai dit, on aime les acronymes, Data Protection Officer en anglais, délégué à la protection des données en français. Même la CNIL utilise le terme DPO, donc on n'a pas trop de scrupules à utiliser l'acronyme anglais. Cette désignation d'un délégué à la protection des données personnelles, elle est obligatoire dans 3 cas. Vous, ce qui vous intéresse, c'est l'hypothèse 3 du slide qui s'affiche. Les activités de base du responsable de traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l'article 9, ce sont les données sensibles, et de données personnelles relatives à des condamnations pénales. Ça, on s'en fiche ici. Quand on est responsable de traitement ou sous-traitant, j'insiste là-dessus, et qu'on fait un traitement à grande échelle de catégories particulières de données, donc des données de santé, on doit désigner un délégué à la protection des données personnelles. Ce DPO, il va devoir être désigné formellement auprès de la CNIL. Ce n'est pas juste le stagiaire sur la convention de stage à qui on a indiqué qu'il sera DPO. C'est une personne qui revêt des compétences spécifiques qu'on va voir juste après, qui est désignée auprès de la CNIL et qui a un vrai rôle de suivi, de contrôle du respect du RGPD et de la réglementation de données de santé du Code de la santé publique notamment et de la loi informatique et liberté au sein de la structure. Ce qui signifie que, tout à l'heure, je vous ai dit, il faut d'abord se poser la question de est-ce que je suis responsable de traitement ou est-ce que je suis sous-traitant? Même si on est sous-traitant, on peut avoir à désigner un DPO, c'est très important. Il ne faut pas considérer que parce qu'on ne collectera pas les données directement auprès de la personne, on est dispensé de le faire. L'exemple type, c'est la société qui fait de la vidéosurveillance. C'est pas elle qui va, c'est pas l'entreprise dans laquelle la vidéosurveillance est installée, mais c'est elle qui a installé cette vidéosurveillance et qui va peut-être stocker les enregistrements. Cette société, elle devra désigner un délégué à la protection des données. Donc, ça, c'est vraiment très important. La notion de grande échelle, puisque vous allez me poser la question, quel est le nombre, quel est le chiffre? Il n'y a pas de chiffre. On a des critères qui ont été définis par l'Union européenne et qui sont repris par la CNIL dans le guide du DPO qui a été publié fin novembre, là, que vous pouvez trouver sur le site de la CNIL. Les critères sont à analyser pour chaque situation et sont le nombre de personnes concernées, le nombre de données collectées, l'étendue et la durée de collecte de ces données et l'étendue géographique. Voilà, mais je vous donne à peu près les titres des parties. Et puis, dans chacune de ces parties, la CNIL et l'Union européenne est venue expliciter les critères. Donc, encore une fois, malheureusement pour vous, une analyse au cas par cas pour savoir si vous rentrez dans le traitement à grande échelle de catégories particulières de données. Ça va assez vite. Je déconseille de faire l'économie de cet investissement, certes, lorsqu'on est en matière de dispositifs médicaux. Alors, le DPO, ce n'est pas le responsable de traitement ou le sous-traitant, ce n'est pas lui qui prend la responsabilité. En revanche, c'est un peu le garde-fou du responsable de traitement ou du sous-traitant pour vérifier que ce qui est mis en œuvre d'un point de vue données personnelles et données de santé est conforme à la réglementation. Donc, il va évidemment accompagner le responsable de traitement dans le respect de ses obligations. Comme il a des compétences particulières en la matière, il va pouvoir être à même de répondre aux interrogations du responsable de traitement, aider à la mise en place de la documentation RGPD, qui va être le registre, les contrats avec les sous-traitants, etc. Il ne peut pas recevoir d'instructions. Ses fonctions, si c'est un DPO interne, un salarié par exemple,
ne peuvent pas être incompatibles avec sa fonction de DPO. On ne peut pas avoir une double casquette qui fait qu'on met en œuvre, on participe aux décisions concernant les données de santé et on vient dire « Ah oui, 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 ça a été très, très bien fait, on a fait du bon boulot ». Ça paraît évident, mais c'est beaucoup trop souvent le cas puisque malheureusement, on manque de DPO. Et pour ça, je n'ai pas une solution miracle à vous proposer. Il faut savoir que lorsqu'en interne, on n'a pas la casquette qui nous permet d'avoir le salarié qui n'aura pas de fonction incompatible avec ce statut de DPO, on peut prendre un DPO externe. C'est tout à fait prévu par la réglementation. On peut avoir un DPO mutualisé entre plusieurs structures. Ce n'est pas une difficulté, c'est juste qu'il faudra bien définir le périmètre de l'intervention du DPO externe. Ça peut être un avocat, ça peut être un prestataire. Donc voilà, vous pouvez tout à fait passer par un DPO externe. Je vous ai mis quelques warnings. Quand vous aurez les slides, vous pourrez vérifier ça. Mais n'oubliez pas de le déclarer à la CNIL, évidemment. N'oubliez pas sa lettre de mission. N'oubliez pas que vous ne pourrez pas le sanctionner si vous-même vous êtes sanctionné par la CNIL. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'éléments qui ont été prévus par le RGPD. La sécurité des données, pour finir sur ces obligations, on l'a vu tout à l'heure avec la question que l'un d'entre vous a posée sur l'anonymisation. Il ne faut pas confondre la pseudonymisation et l'anonymisation. La pseudonymisation, c'est le fait de remplacer une donnée directement identifiante d'une personne physique par exemple, un matricule. Et on va décloisonner les bases de données avec une qui contient d'un côté un matricule et l'autre qui contient les données plus directement identifiantes pour sécuriser la deuxième base de données. Mais on peut toujours recloisonner les bases de données et donc savoir de qui on parle. Ce n'est pas définitif et irréversible. Dans ces cas-là, ce n'est qu'une mesure de sécurité encouragée par le RGPD, mais ce n'est pas de l'anonymisation. Donc, la pseudonymisation, on reste toujours soumis au RGPD puisqu'on pourra toujours, en recloisonnant les données, réidentifier une personne. On reste toujours soumis au RGPD. Et la pseudonymisation, qui est un terme difficile à prononcer, c'est une notion qui est apparue avec le RGPD, en tout cas qui a été définie dans le RGPD. Donc, c'est vraiment une mesure de sécurité encouragée. Et j'insiste là-dessus, quand on demande à nos clients ce qu'ils ont fait d'un point de vue RGPD, quand ils sont dans le domaine de la santé, ils nous disent deux choses. J'ai un hébergement HDS, première chose, et deuxième chose, pour le reste, j'anonymise les données de santé. Sur l'hébergement HDS, on va en discuter, mais c'est évidemment pas la seule obligation à respecter. Et sur l'anonymisation, dans la plupart des cas, on se rend compte qu'en fait, c'est de la pseudonymisation, donc à ne pas confondre, parce que sinon, on se trompe encore de chemin. On décide qu'on n'est pas soumis au RGPD, alors qu'en réalité, on l'est. Et comme le disait Marie-Pierre tout à l'heure, l'anonymisation, c'est évidemment un procédé irréversible. Le principe, c'est j'ai des données de santé que je traite, et à un moment donné, je fais un processus qui permet d'anonymiser les données. C'est irréversible et je ne pourrai plus jamais attribuer une donnée à une personne. Donc, comme le disait tout à l'heure Marie-Pierre, si sur un groupe de 100 individus, j'indique qu'il y a une personne qui est soumise, une personne, je dis n'importe quoi, de 18 ans qui a du diabète, est-ce que c'est réellement anonymisé ou est-ce que sur le groupe de 100 personnes dans tel établissement de santé, je ne vais pas pouvoir déduire de qui on parle? C'est aussi ça, se poser la question de l'anonymisation. C'est pas se dire j'ai plus de nom, prénom, mais j'ai des données qui indirectement me permettront de savoir de qui on parle. Donc, attention avec l'anonymisation. Je vous ai mis le lien de référence de la CNIL qui renvoie à des recommandations de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et qui explique les procédés techniques qu'on peut utiliser pour procéder à de l'anonymisation véritable. Mais encore une fois, toujours en ayant en tête que si, en fait, dans les données qu'on a toujours au stade de l'anonymisation, on pourra en déduire de qui on parle, même si on n'a pas de nom, prénom, on n'est pas dans de l'anonymisation. Et pour que vous compreniez bien, la pseudonymisation, l'exemple que j'aime bien donner, c'est dans une entreprise, quand on est salarié, on a un numéro de matricule salarié, et ben on va avoir une base de données avec un numéro de matricule salarié, son salaire qui va être attribué à ce numéro de matricule salarié, et dans une autre base de données, on va savoir que
Anne-Sophie Arcreta, par exemple, son numéro de matricule salarié, c'est le 12 11 37. Et dans ces cas-là, quand on recloisonne, on sait que le 12 11 37 qui a tel salaire, c'est Anne-Sophie Arcreta. Voilà pour que vous ayez ça en tête. Un autre point sur lequel je souhaitais insister en matière de sécurité des données de santé, évidemment, le principe, c'est que les professionnels de santé sont soumis au secret médical, heureusement d'ailleurs. Sur ce point, attention, même si vous n'êtes qu'un éditeur de solutions et que ce n'est pas vous le professionnel de santé, n'oubliez pas que c'est un point juridique très, très, très important. On parle de responsabilité pénale pour les professionnels de santé. Donc, n'oubliez pas d'intégrer ce sujet du secret médical au stade du développement. Tout à l'heure, Marie-Pierre parlait du privacy by design. Quand on vient mettre dans un développement des données de santé, évidemment, on n'oublie pas le secret médical, ça paraît évident comme ça, mais concrètement, ça implique par exemple de définir des niveaux d'habilitation particulière avec des droits d'accès particuliers selon la typologie de professionnels qui vont utiliser la solution, de professionnels de santé ou non. Et puis le deuxième point, c'est que le partage ou l'échange, parce que j'ai oublié le terme ici, mais le partage ou l'échange de données de santé, on en discutait tout à l'heure, je le mentionnais, c'est une réglementation très spécifique du Code de la santé publique. Ça se fait pas comme ça se fait pas avec n'importe qui, ça c'est beaucoup trop souvent oublié au stade des développements. C'est très important de vous dire que même si, encore une fois, vous n'êtes que l'éditeur de la solution, c'est un point sur lequel il va falloir rassurer vos clients qui seront les professionnels de santé et qui ne vont pas souscrire à votre solution si vous n'êtes pas posé cette question. Donc, attention à bien vous dire, est-ce que notre solution permet un échange ou un partage de données de santé? Si oui, quels sont les critères? Quels sont les professionnels qui vont pouvoir échanger des données ou partager des données de santé? Est-ce que je n'ai pas une information particulière à faire auprès des personnes sur ce sujet, comme je disais au début? Est-ce que je n'ai pas un consentement à aller chercher? Est-ce que je suis dans la même équipe de soins, etc., etc. Je vous ai mis un slide là-dessus, je ne reviens pas dessus, mais c'est important de se poser cette question, évidemment. Sur ce sujet-là, et d'ailleurs sur tous, je ne peux que vous recommander de vous faire accompagner par un avocat. Voilà, c'est pas pour prêcher pour notre paroisse, mais c'est des sujets juridiques qui vont évidemment être déterminants dans la conformité de votre projet. Mais pas que juridique d'ailleurs, aussi commercial. Voilà, je vous ai mis un slide sur la notion d'équipe de soins. Si vous avez des questions, on peut évidemment en rediscuter. Après, vous allez voir que je n'ai pas, en tout cas pour ma part, réponse à toutes les situations, que ça nécessite très souvent une analyse détaillée. Alors, avant qu'on passe aux questions, juste pour conclure, c'est important de vous dire que aujourd'hui, vous êtes peut-être déjà, ou vous êtes en train de le faire, poser la question de la certification des dispositifs médicaux, du dispositif médical que vous mettez en œuvre. Je ne peux que vous conseiller, puisque le règlement dispositif médical s'applique en plus du RGPD, de vous poser les questions en parallèle, en construisant votre projet, et de vous dire, a priori, je collecte des données de santé, et j'ai envie de dire, même si vous ne collectez pas des données de santé, le RGPD s'applique à partir du moment où on va collecter des données personnelles. Donc, menez bien les deux sujets en parallèle, parce que trop souvent, les acteurs se lancent sur le dispositif médical et la certification qui, je ne suis pas spécialiste du tout, mais me semble être un dossier bien complexe à constituer, mais oublie le sujet de la réglementation de données personnelles et s'en occupe qu'à la toute fin, au moment de la mise en production de la solution, par exemple. C'est beaucoup trop tard. Évidemment, c'est un sujet qui doit être construit au fur et à mesure parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Dans certains cas, il y a des autorisations à obtenir auprès de la CNIL avant de débuter le traitement. Et pour revenir sur la question qui a été posée tout à l'heure sur quand est-ce que je m'en occupe, vraiment, c'est dès le début, même avant de collecter des données de santé. Et de toute façon, dès que vous avez une donnée personnelle, vous rentrez dans le RGPD. Voilà, si vous avez des questions, je vous écoute. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci pour cet éclairage également. Donc, toutes les étapes à ne pas manquer, toutes les étapes à organiser et à planifier dès le début du projet. Pour un mot-clé, c'est tout de suite, je pense, ne pas attendre. Et puis, réglementation d'un côté, RGPD de l'autre, tout doit se mener en parallèle de ma compréhension du sujet, en tout cas. Oui. Une question. Est-ce qu'un sous-traitant peut réaliser lui-même son AIPD?
Alors, il peut effectivement, disons que le sous-traitant va être l'éditeur de la solution et qui sera pas, une fois qu'il l'aura distribué, il sera pas celui qui va déterminer pourquoi et comment on collecte les données. Et ça serait le responsable de traitement dans cette situation qui devrait faire l'analyse d'impact. C'est une bonne question parce que j'ai oublié de le dire. Moi, je recommande évidemment à celui qui a toutes les infos sur la solution de mener cette analyse d'impact ou en tout cas d'initier l'analyse d'impact. Parce qu'a priori, si les sous-traitants, il ne sait pas exactement tout ce qui va se passer avec les données, puisque par définition, ce n'est pas lui qui définit pourquoi et comment on collecte les données. En revanche, à des fins plutôt commerciales et pour mâcher le travail des clients responsables de traitement, je recommanderais en effet de commencer cette analyse d'impact et de guider vos clients responsables de traitement, si on est dans cette situation, dans le sujet analyse d'impact. Ce qui est sûr, c'est que juridiquement, je ne l'ai pas dit, mais c'est un point important, le responsable de traitement et le sous-traitant doivent avoir un contrat. Et au titre de ce contrat, le sous-traitant, il va devoir s'engager, c'est une des obligations, des mentions impératives dans ce type de contrat, à assister le responsable de traitement à faire cette analyse d'impact. Donc, dans tous les cas, il a une obligation d'assistance, mais il peut effectivement mâcher le travail parce qu'il va se dire, commercialement, ça va être un atout de dire au responsable de traitement, voilà comment vous pouvez faire, et voilà un début d'analyse d'impact. Merci Anne-Sophie. Une autre question qui a été soulevée sur comment concilier les obligations du RGPD, donc comment préserver les données et les obligations du règlement sur les dispositifs médicaux, notamment en cas de matériaux-vigilance, où il faut, pour relater les incidents, faire le lien avec les obligations de matériaux-vigilance, par exemple, avoir des données, parfois conserver les données. Alors, je ne vais pas avoir toutes les hypothèses en tête, mais si je puis dire, de ce que je perçois aujourd'hui, il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire que de mémoire, dans le règlement dispositif médical, doit être à l'article 110, on a une référence au respect de la réglementation RGPD. Comment articuler les obligations du RGPD et de cette réglementation, c'est pas incompatible à mon sens, en tout cas enfin, je n'ai pas rencontré de situation dans lesquelles ça serait incompatible. Et donc, du coup, malheureusement pour vous, mais heureusement pour les patients, j'ai envie de dire, ça se cumule. Voilà. Donc, ça veut dire que les déclarations d'incidents qu'on doit faire au titre du dispositif médical vont se cumuler avec les déclarations de violation de données qu'on doit faire auprès de la CNIL et auprès des personnes concernées sur le fondement du RGPD, de la loi informatique et liberté. Donc, l'articulation, c'est tout se cumule et ça fait beaucoup d'obligations à respecter. Très bien. Merci Anne-Sophie. On a eu d'autres questions, mais on va en garder quelques-unes pour la fin, pour laisser la parole maintenant à Noël Minard, qui a bien voulu partager son expérience en tant qu'hébergeur de données de santé, et puis quelques préconisations à donner peut-être, Monsieur Minard. Donc, je vous laisse la main. Bonjour, vous m'entendez tous. Je vais partager mon écran si cela fonctionne. Merci de me le redire, Mineke. C'est bon? On voit votre écran. Parfait, parfait. Donc oui, alors pas simple et pas facile de passer après nos deux expertes effectivement du RGPD et de la donnée de santé. Je me refaisais là, il s'agit pour moi plus de vous témoigner. Alors, je vais pouvoir peut-être témoigner à double titre en fait. En premier lieu, je me présente, je suis Noël Minard, je suis dirigeant de deux entreprises. Une qui est éditeur de solutions de santé, donc je pourrais en témoigner un peu. Et je suis également dirigeant d'une entreprise qui fait de la protection de données, de l'hébergement de données et en particulier de données de santé. Donc, on a pris ce challenge et ce défi il y a quelques années de se mettre en conformité avec cette loi d'hébergement de données de santé sur lequel je reviendrai un petit peu. Tout d'abord, je suis toujours aussi, et en tant que témoignage, et je sais que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de porteurs de projets, de dirigeants, de chefs d'entreprise, et pas tous des experts du juridique ou de la donnée telle qu'elle nous a été présentée là. Et je me suis
replonger il y a quelques années quand on a découvert effectivement c'était quoi les contraintes en tant qu'éditeur d'héberger de la donnée appartenant à nos clients en tant que sous-traitant, comme Marie-Pierre nous l'a rappelé, mais avec une responsabilité importante. Et ensuite, avec aussi en tant que dirigeant, on a des collaborateurs, des salariés, donc on est soumis au RGPD. Donc la question beaucoup, comment dire, on pourrait avoir envie de se dire, est-ce que je suis concerné, pas concerné? Déjà en tant que dirigeant, chef d'entreprise, rapidement, vous de la donnée personnelle, vous en stockez inévitablement, que ce soit la donnée de vos clients, si vous êtes dans un contexte B2B ou B2C. On n'a pas fait ces petites nuances là tout à l'heure, mais on pourra peut-être y revenir. Et puis, s'il y avait de la donnée en tant que professionnel dans le secteur, que vous soyez éditeur de start-up sur des solutions de solutions de bien-être ou de solutions qui vont faire l'objet au travers de prescriptions médicaux derrière, vous allez rapidement être confronté en fait à ces problématiques-là. Donc le sujet, le cadre juridique a été bien posé. Il est assez effrayant, je ne vous le cache pas. Moi, il y a quelques années, quand on a démarré sur ces sujets-là, on s'est dit waouh, on semblait très éloigné de nos compétences, de nos savoir-faire, en fait, d'éditeurs de logiciels ou de spécialistes de la protection de la donnée. Tous ces volets, effectivement, juridiques nous semblaient un peu éloignés. Et on a dû, et on a pris le problème à l'envers. On a vu, parce que le RGPD nous effraie tous un peu en tant que dirigeants, on nous a rappelé les risques, qui peut être du risque pénal, qui plus est, n'ayons pas peur, et qui peut être, je crois, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires des entreprises. Bref, c'est assez effrayant. Et en fait, on s'est mis dans la posture, et si on prenait finalement ces exigences de l'hébergement de données de santé ou du RGPD comme plutôt cette contrainte plutôt comme une opportunité pour améliorer les process dans nos entreprises. On a utilisé beaucoup le terme du privacy du privacy by design. Et je crois que c'est quelque chose d'important parce que nous, j'entends beaucoup, je reçois beaucoup des fois d'éditeurs, de porteurs de projets qui se préoccupent en fait de l'aspect juridique et de protection de la donnée, souvent au moment de la mise en production ou du début de la commercialisation de leur solution. Or, il faut vraiment le réfléchir dès le début parce que s'il est intégré dès le début, si vous prenez bien le sujet et si vous impliquez aussi l'ensemble de vos collaborateurs, et je pourrais m'arrêter juste un petit peu là-dessus, ça va être important parce que on s'aperçoit que pour pouvoir traiter ces sujets, en fait, alors il va falloir vous entourer certes d'experts, de DPO, d'avocats conseils ou de services externes dans la matière, mais il va surtout falloir sensibiliser en fait vos collaborateurs, du développeur, de l'assistant, de l'assistante qui va traiter à un moment donné sur le parcours de la donnée, des services administratifs, comptables, paie qui sont aussi concernés par ces sujets. Donc, moi j'ai une petite entreprise, j'ai néanmoins quand même à peu près 70 salariés. On s'est aperçu que tous étaient concernés ou touchaient de près ou de loin en fait ces sujets. Et donc, on l'a transformé en opportunité pour améliorer nos process. Et on en avait fait un vecteur d'axe stratégique au début, on ne faisait que de la donnée d'hébergement classique de données et de viser ces certifications 27001, certification HDS. Donc, voilà un peu comment nous avons procédé. Monsieur Mélin, pardonnez-moi, oui. Je vous interromps. On voit que votre fond d'écran, en fait. Je ne sais pas si vous aviez des slides de présentation. Si. Alors, j'ai quelques slides. Je voulais juste faire un petit préambule. Donc, désolée de vous avoir interrompu. Pas du tout, pas de souci. Donc,
comment dire, un petit préambule et un petit rappel effectivement sur la donnée de santé. Ce sont des sources qui sont données par Orange Healthcare et l'ANSSI. 65% des patients estiment que la sécurité de leurs données de santé est encore plus importante que leur facilité d'accès. Donc ça pose le contexte et ne pas se rappeler, parce qu'on parle beaucoup du cadre du RGPD, on voit que l'aspect contrainte, mais le point critique aujourd'hui, ce sont les cyberattaques, ce sont les enjeux de cryptolocage de données, etc. En 2020, c'était à peu près 27 attaques majeures d'hôpitaux. Depuis l'année 2021, c'est quasiment 1 par semaine. Donc, c'est assez considérable, assez effrayant, et on comprend la nécessité, effectivement, de protéger, en tout cas, nos données, et que cette protection ne concerne pas que l'aspect juridique ou déclaratif, mais qu'il va falloir absolument intervenir sur toute la chaîne de protection et de sécurisation de la donnée. Ce que dit la loi sur l'hébergement de données de santé, c'est que toute personne physique ou morale qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins, de suivis médico-sociaux, pour le compte de personnes physiques ou morales, à l'origine de production du recueil de ces données, c'est un peu long, ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréé ou certifié à cet effet. Donc, il y a la nécessité absolue, en fait, pour une organisation, que ce soit un éditeur qui va héberger ces données en mode SaaS, et souvent beaucoup de ces objets connectés au travers de ces solutions IoT vont remonter de la donnée. Alors, les données peuvent être stockées en local. Si elles sont stockées en local et consultées et rendues accessibles en local, pourraient s'exonérer, en fait, de rentrer sous le coup près de la loi de l'hébergement de données de santé. Mais dès l'instant où la donnée sera accessible, en fait, de manière distante, en utilisant les moyens technologiques de l'Internet, de réseau, y compris s'ils sont sécurisés via des VPN, etc., devront être hébergés sur une plateforme agréée ou certifiée. Alors, elles étaient agréées au préalable, aujourd'hui, elles sont certifiées. Alors, les activités de certification, en fait, pour un hébergeur de données de santé, sont situées à 6 niveaux. Beaucoup d'hébergeurs sur le territoire, mais aussi à l'étranger. Nos GAFA ne sont pas en reste et ont pris bien les devants sur l'hébergement de données de santé. Et pour certains d'entre elles, ont l'aptitude, en fait, à avoir certains domaines de certification, mais pas tous. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'on va voir certains éditeurs, je pense aller à Amazon par ou même un hébergeur comme OVH sur le territoire, ne couvre pas l'ensemble des niveaux de certification. Et donc, ce sera à vous de compléter ou de vous assurer que l'ensemble des activités répondent bien à l'exigence d'hébergement de données de santé. Donc, ça va du niveau 1 au niveau 6. Je ne vais pas toutes les passer ici parce que je sais que le temps nous est un peu compté, mais ça va de la protection physique, en fait, sur les activités 1, jusqu'au dernier niveau sur la sauvegarde des données de santé. Donc là, c'est des points sur lesquels il vous faudra être vigilant, de s'assurer que la société avec qui je vais contracter ou prester répondra bien à l'ensemble de ces critères. En face, ce sont des exigences techniques de protection de données, de cryptage, de certification, alors qui sont à un autre niveau. On a évoqué tout à l'heure les aspects d'anonymisation, de pseudonymisation. La pseudonymisation, même si elle est soumise à déclaration, à qualification de ces données, exigera plein de traitements en matière de protection et justement et surtout de s'assurer que les sauvegardes soient chiffrées, que les data centers répondent à un certain nombre de normes, etc. Alors ça peut sembler être évident, mais rappelez-vous, il y a seulement quelques mois, on a eu un hébergeur qui a été victime d'incendie et qui a perdu un grand nombre de données parce que celles-ci n'étaient pas sauvegardées. Et donc, ce sera à vous de prendre là aussi vos responsabilités pour s'assurer de quels sont les services qui vont être assurés et traités dessus.
Juste un petit mot sur les exigences de la mise en ligne d'applications de données de santé. Il va y avoir des règles, il va y avoir des processus, et on est soumis aussi par l'Agence du numérique de santé sur une méthodologie sur la mise en ligne de ces données. Donc, même si nous ne sommes que sous-traitants dans votre process, on va devoir être là pour vous aider à valider et pouvoir prendre en charge la responsabilité de l'hébergement et de la protection de vos données. Voilà, donc je laisserai cette petite présentation à ceux d'entre vous qui seraient intéressés. Je crois qu'il est 11h29. Je vais me faire rappeler. Merci, Monsieur Minard. Mais c'est passionnant, on vous écouterait. C'est vrai, tant d'informations à partager. Alors, pour la présentation, il y a dû y avoir un souci technique, hein, on s'en excuse, mais vous l'aurez tous, on vous transmettra les présentations. On est resté sur votre fond d'écran, en fait, Monsieur Minard. Mais voilà, on vous a écouté avec attention, malgré tout, ça n'empêche pas. C'est pas grave, ma présentation. Bon, très bien. Pas de souci. Une question, est-ce que les données de santé ou les données tout court doivent être stockées en France? Alors peut-être vous ou une de nos experts pourrait répondre. Est-ce qu'il y a une obligation juridique pour stocker les données en France? Alors, sur les agréments, c'était une obligation. Allez, sur la première phase, sur les certifications aujourd'hui, il y a, je vais citer Amazon, Google, Microsoft disposent des certifications, hébergeurs de données de santé, mais pas tous sur tous les niveaux. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si Marie-Pierre… Non, mais je veux juste signaler, ça a été le grand débat il y a quelque temps, vous savez, notre Data Hub, Oui. Data Hub en fait, qui est hébergé chez Microsoft en Hollande, je crois. Bon, ce Microsoft, donc c'est un Américain, il n'y a plus de Privacy Shield, il y a la NSA qui peut venir inspirer en fait une très large des données comme ça sans expliquer, sans autorisation du juge, sans information de n'importe qui. Donc évidemment là on est face à un problème. Pour l'instant c'est vraiment le vide juridique. J'aime pas trop parler de vide juridique parce que souvent quand même on a des principes généraux nous en droit français. On est parti un peu vers le plafond, mais Voilà. Non mais alors merci Noël. Donc voilà je disais ça donc mais là c'est vrai que alors là encore, la CNIL, elle est très sévère et elle protège, et c'est son rôle, hein, et on la remercie. Donc, elle dit, non, on ne peut pas utiliser comme ça, avoir recours à des Américains, puisqu'on n'a plus d'accord bilatéral, c'est ce que je vous disais. Mais le Conseil d'État, lui, a validé, en fait, que Microsoft était en droit, puisqu'il y a les clauses contractuelles type, était en droit donc d'héberger une donnée de santé. Cela dit, il y a un projet, là, donc, en France, qui est de plus en plus avancé pour rapatrier en fait toutes les données chez un hébergeur européen de données de santé. Alors est-ce qu'après, une fois qu'on l'aura, est-ce que la loi va dire en fait il faut absolument que ce soit au moins une société européenne, voilà. Bon, pourquoi pas. Pour l'instant, l'administration Biden, juste pour finir, l'administration Biden s'en fiche complètement du RGPD et donc dit non, il y a un vide, c'est pas grave, de toute façon les GAFA, c'est les plus solides, c'est eux qui ont le plus de stockage possible, c'est eux qui peuvent accueillir des supercalculateurs, donc comme ils sont indispensables, eh bien vous allez faire fi de votre réglementation des RGPD et voilà. Voilà où on en est. Merci. J'ai pas dit qu'il ne fallait pas travailler avec les Américains, hein, c'est pas ce que je viens de dire. C'est pas la même chose. Mais c'est vrai, on voit, c'est toute la complexité aussi. C'est-à-dire que le niveau d'exigence sur la protection des données, on l'a vu, nous, sur la certification hébergeur de données de santé, les premiers certifiés, finalement, en France, alors que c'était une réglementation, pour le coup, plutôt française, elle a été même au départ décorrélée du RGPD, ce sont finalement les GAFA qui étaient les premiers prêts, bien avant les hébergeurs de données de santé. Pourquoi? Parce qu'ils se sont appuyés sur un référentiel international, l'ISO 27001, et en fait, ces entreprises étaient déjà ISO 27001. Donc, en fait, elles avaient déjà 90%
vraiment du parcours d'effectuer pour pouvoir se mettre en conformité. Alors que nous, les petites entreprises européennes ou françaises, et voilà, ont mis beaucoup plus de temps en fait à s'initier, mais c'est possible. Aujourd'hui, il existe plein d'entreprises françaises. Et puis vous avez raison, il y a le contexte de la localisation de la donnée, et même quand bien même il n'y a pas l'obligation, il y a cette notion de quelle juridiction va intervenir sur la protection. Ce fameux Patriot Act leur permet, y compris si c'est une entreprise étrangère sur notre territoire, de pouvoir se faire saisir ces données et répondre aux ordres d'une justice américaine, quoi. Oui, ça va sans la justice même. Merci. Merci beaucoup. On pourrait, un grand sujet, on pourrait en parler longuement, je pense. Oui. On s'accorde encore 1 ou 2 minutes pour une question, 1 ou 2 questions si on peut. Une autre question sur le dispositif médical et la notice d'utilisation du dispositif médical. S'il est spécifié dans la notice que l'utilisateur est responsable de ces données, est-ce que cela dédouane le fabricant du DM de ses responsabilités? Alors, je me permets de donner mon avis là-dessus. En fait, la question, je ne sais pas si c'est ça qui est visé derrière, c'est est-ce que l'éditeur ou le producteur du dispositif médical traite des données personnelles? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de traitement parce que en fait, les données sont stockées directement dans le dispositif médical et que personne, à part le patient lui-même, ne peut y avoir accès, il n'y a pas de traitement par un tiers, un responsable de traitement, un sous-traitant, à ce moment-là, on n'a presque même pas besoin d'écrire. On va effectivement indiquer à la personne qu'il n'y a pas de traitement par un tiers, lui dire qu'elle sera responsable et lui renvoyer la balle. Juridiquement, ça n'aurait pas trop de sens. En revanche, s'il y a un traitement par un tiers, c'est impossible de renvoyer la balle. Ce serait une clause abusive et au-delà de ça, ça serait du pénal parce qu'on passe à côté du respect des obligations RGPD, loi informatique et liberté, code de la santé publique, etc. etc. Donc en fait, la question, elle ne se pose pas réellement dans ces termes-là. Elle se pose plutôt sur est-ce que je traite ou est-ce que quelqu'un traite des données personnelles ou pas? Est-ce qu'il y a un flux de données, un stockage de données par un tiers ou pas? Voilà. Et puis du coup, est-ce que même si j'ai écrit que c'est la personne, le patient lui-même qui est responsable du traitement de ces données, ça ne permet pas de se dispenser du respect des obligations RGPD, code de la santé publique, etc. Et ce que je retiens de ce que tu viens de préciser, c'est qu'il est important de préciser que les données ne sont pas traitées, par exemple, ou que les données sont traitées. Bah, oui, je le mettrais. Alors, je n'y ai jamais réellement réfléchi parce que j'ai jamais rencontré cette hypothèse, mais spontanément, je dirais que c'est un intérêt commercial en fait de rassurer les gens et de dire bah, vous avez acheté, alors mettons de côté le dispositif médical, un capteur au poignet pour calculer le nombre de pas. Sachez que ce capteur, on ne va pas récupérer de données sur vous. Ces données, elles sont stockées dans le capteur. Et donc, nous, on s'en fiche. Pareil avec sur les téléphones, les Touch ID ou les dispositifs de reconnaissance faciale où on nous a dit ça doit être stocké dans le device directement. Donc, moi, je dirais que ça rassure les gens. Donc, oui, spontanément, je recommanderais à un client de le mettre en avant. D'accord. Et une dernière question, le temps passe, c'est passionnant. Je pense que voilà. Une dernière question, si une donnée issue de capteurs numériques, de chiffres, capteurs anonymes, est-ce qu'on peut considérer ça comme une donnée de santé? Vous voulez dire le capteur est anonyme? Oui, voilà. Est-ce que des données numériques issues de capteurs uniquement anonymes sont-elles des données de santé? La question a été posée comme celle-ci, des chiffres. Bah, à partir du moment où il faut prendre la question avec les principes. Il faut toujours revenir aux principes. Donc, on qualifie d'abord une donnée personnelle avant de passer aux données de santé. On a une foule de données qui arrivent, mais on ne sait pas à qui l'attribuer parce que le capteur, on ne sait pas qui l'a acheté, donc il n'y a pas de matricule. On a les données en elles-mêmes. Alors, est-ce qu'elles sont… Alors, il y a juste un tout petit truc, c'est que si elles sont suffisamment étroites pour pouvoir, dans un petit nombre, ce que disait Anne-Sophie avec les 100 personnes, dans très peu de nombre, on arrive à retrouver des éléments qui retiennent que c'est que cette personne-là, ben là, on arrivera à trouver à retrouver la personne. Mais en fait, si on n'arrive pas déjà à qualifier la donnée personnelle, bah,
puisqu'il n'y a pas de personne physique qui peut être reconnaissable, bah, c'est des données brutes. Donc là, c'est même pas une anonymisation, c'est une donnée brute, parce qu'elles n'ont jamais été données personnelles. Peu importe si ce sont des données de santé de quelqu'un, il n'empêche que ce ne sont pas des données personnelles. Donc, pas de données personnelles, pas de données de santé. Voilà. Enfin, à mon sens, c'est comme ça qu'il faut réagir. Merci Marie-Pierre. Et puis, en effet, c'est peut-être un sujet qu'il faudrait creuser au cas par cas en fonction de l'application et en fonction de la démarche, la effective. La CNIL parle bien d'occurrence, c'est-à-dire qu'on a un tableau avec plein de colonnes, etc., plein de chiffres, hein, plein de colonnes. Si les colonnes sont suffisamment précises, alors par les occurrences, je crois que c'est 3 ou 4 occurrences, on peut retrouver quelques personnes. Alors, ce sont des données personnelles et ensuite, on les qualifie de données santé avec ce qu'on s'est dit. On va être amené à conclure notre webinaire. Je vais laisser la main à Mineke. En attendant, je vous remercie vivement tous les trois d'avoir été avec nous. Vous nous avez éclairé un sujet complexe, mais en même temps, vous avez été rassurant en disant il y a des solutions, il faut juste se poser les questions le plus tôt possible pour éviter les désagréments. Et plus on se pose les questions, mieux on sait les anticiper, ou en tout cas les impliquer pleinement dans le projet et ne pas avoir de conséquences malheureuses pour la commercialisation du dispositif. Mineke, je te laisse la main pour conclure. Merci encore, à très vite et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci. On n'a pas le son, Mineke. J'espère qu'on voit la dernière slide où je voulais juste vous indiquer qu'il y aura donc 2 prochains webinaires qui ont été programmés. L'un qui aura lieu donc le 22 février sur notamment les logiciels. On reste toujours dans la réglementation européenne du dispositif médical. Et puis également un webinaire le 26 avril donc sur les DM connectés également, avec toujours ce même format, 10h, 11h30. Juste pour information, ce webinaire sera gratuit. Alors, le modèle économique change un petit peu. Il sera gratuit pour les membres d'Assemble Biothérapie, WeNetwork et Captronic, bien évidemment accessible aussi à d'autres, mais moyennant une participation. Voilà, en tout cas, on vous remercie beaucoup. Je remercie bien sûr tous les intervenants, que ce soit Marie-Pierre L'Hospitalier, Anne-Sophie Viard-Creta, et puis bien évidemment Noël Minard. Et puis un grand merci Gwenaëlle encore pour l'animation de ce webinaire. Et on espère donc vous retrouver à l'année prochaine. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.